Charlie Tange, bonjour. Bonjour. Alors Charlie Tange, c'est d'abord une silhouette imposante. Tout sauf un hasard, si vous êtes d'ailleurs surnommé Grand Chef. Votre terrain d'expression ce sera dans les cages, du Red Star à Konya Sport, en passant par Lens et Liverpool, mais aussi la sélection du Cameroun, avec laquelle vous allez disputer la Coupe du Monde. Charlie Tange, bienvenue dans Facecam. Merci, bonjour. Merci de me recevoir. On connaît votre parcours et quelque part c'est tout sauf un hasard si vous avez fait carrière dans le football puisque vous avez tapé très tôt dans le ballon. D'ailleurs c'était du côté de Bobigny, c'est là où vous avez signé votre première licence. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai très vite été pris par la passion du football. Ce qui est fou quand même, c'est que je débute et je suis pas gardien de but. J'ai commencé en tant que défenseur central, puis ensuite progressivement milieu défensif et attaquant, pour ensuite revenir au poste de gardien de but à l'âge de 11 ans. Et c'est quoi à quoi c'était dû justement ce changement, se tester un petit peu partout sur le terrain? Moi, il faut savoir que depuis tout petit, étant donné que j'ai grandi en région parisienne, mes idoles étaient les joueurs du PSG, dont le fameux Bernard Lama, qui représentait quand même pas mal de choses à cette époque-là, à ce poste-là, d'autant plus. Je me suis pris au jeu et graduellement, en fait, je suis en ayant essayé, après avoir essayé de l'imiter, une fois, deux fois, trois fois, on me proposait de jouer attaquant et puis au final, moi, par rapport à ce que je voyais, je voulais le reproduire, donc je me suis mis dans les buts et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Alors, très jeune, il y a un moment qui vous a particulièrement marqué. Vous avez à peu près 6 ans à l'époque. C'est votre premier entraînement avec l'AC Bobigny. Ouais, c'est ça. Et pourquoi c'est si marquant? Non, c'est-à-dire que j'ai toujours En fait, toute ma carrière, j'ai véhiculé une image de moi qui n'est pas vraiment celle que... C'est ce que je suis, concrètement. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours le souvenir de cette odeur du vestiaire, l'odeur du vestiaire, quoi, simplement, et de la première fois où on a été regroupés. On était une quinzaine de joueurs. Et je me rappelle de mes premiers tours de terrain dans ma ville, avec d'autres joueurs avec lesquels je pense je partageais le même rêve de devenir professionnel. Alors vous, finalement, vous allez vous épanouir dans les cages. Gardien, c'est un poste quand même qui est assez particulier. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a plu dedans, justement? Parce que on n'a pas droit à l'erreur quand on est gardien. Ouais, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire, déjà, première des choses. Deuxième des choses, je suis assez... j'aime à dire que je suis introverti parce que j'ai un peu de mal à faire entrer les gens dans ma bulle, dans mon cercle. Ce qui veut dire que je pense que le poste de gardien de but comme celui d'attaquant étaient les deux postes qui me convenaient le mieux sur le terrain. Et comme par hasard, j'ai choisi un des deux, qui correspond aussi à mon profil en tant que personne. Alors vous êtes de la génération de ceux qui sont nés dans les années 80, imprégné par le football, et forcément à vos yeux il y a un moment qui est marquant et qui va rester gravé dans l'histoire du sport. Ça se passe en France, c'est France 98 forcément. Et en quoi c'est si particulier pour vous? Parce que ce qui est fou, c'est que moi à cette époque-là, j'étais encore dans mon quartier. Et on a suivi donc en fait l'épopée de l'équipe de France. Et c'est vrai que les codes commençaient un petit peu à changer, ça commençait à bouger un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait Zidane, Vieira, on avait Djorkaeff, on avait des Bernard Lama aussi qui étaient là, on avait quand même pas mal de... Ça représentait un petit peu la nouvelle France. J'aime pas trop parler de cette histoire de Black Bomber, mais disons que c'est vrai que ça depuis 96, après 96 ça a complètement bougé, quoi. Et je pense que je me suis quand même pas mal identifié à ce que véhiculait cette équipe. Donc c'était même peut-être plus l'aspect sociétal que l'aspect sportif au final. C'était l'aspect sociétal complètement, ouais. C'est ce qui m'a vraiment interpellé à ce moment-là.
Et quand vous voyez justement, vous parlez de 87, 98, qu'il y a des choses qui sont en train de changer, de bouger, et quand vous voyez le titre récemment de la France en 2018, qu'il y a eu beaucoup de polémiques, entre guillemets, d'ailleurs pseudo-polémiques sur est-ce que c'est une équipe de France, est-ce que c'est pas une équipe d'Afrique, des trucs comme ça, vous ne trouvez pas qu'il y a vraiment un décalage entre les deux? Je dirais que c'est un sujet qui est complètement actuel, hein. Ouais. En même temps, sauf que maintenant, les personnes qui le pensaient et n'osaient pas l'avouer, aujourd'hui prennent plus facilement la parole et sortent un peu plus de leur trou, encore une fois, si j'ose dire. C'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus criant aujourd'hui. Les gens ont beaucoup moins peur de parler. Et d'un autre côté, à vrai dire, c'est aussi le football, c'est un sport populaire. C'est le sport le plus facile et le moins cher à jouer dans nos quartiers. Donc forcément, on sera... Enfin, je dis pas qu'on sera en majorité, parce que ça même encore, je l'aime pas. C'est un discours un peu trop communautariste, mais j'aime à penser que le football est un sport qui permet à énormément de personnes issues des minorités. Oui. C'est un facteur d'intégration, j'en suis persuadé. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. À un moment donné, d'ailleurs, vous avez failli arrêter le football. Vous vous êtes mis à la boxe thaï. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Non, c'est-à-dire que j'étais aussi à une époque de ma vie où je me cherchais beaucoup, j'avais 13 ans. Ouais. L'entraînement au Lila, et puis il y a un parent, en fait. Sur le coup, je l'ai pris comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le père d'un de mes camarades qui m'attrape et m'accroche comme ça dans le vestiaire. Et ce qui est fou, c'est que après ça, et pourtant c'est une personne que j'aimais énormément, à cette époque-là, qui avait fait beaucoup pour moi. Donc ce qui se passe, c'est que je le prends mal. Du haut de mes 13 ans, je me suis senti lésé. Donc ça m'a dégoûté du foot. J'ai un petit peu tout mélangé. Et ce qui se passe, c'est qu'au rez-de-chaussée de chez moi, il y avait, à cette époque-là, il y avait une salle de boxe thaï. Et nombreux étaient mes collègues du quartier à y participer. Donc moi, j'y suis allé une fois, ça m'a plu, 2 fois, ça m'a plu, 3 fois, 4 fois. Et au final, plus le temps avançait, plus je laissais le football de côté. Et j'étais resté en fait sur l'incident. Ouais. Mais le football m'attirait toujours autant. Mais je dois dire que j'en ai fait un cas personnel, quoi, ouais. Simplement. Et ça a duré qu'1 an, parce que la passion du football a repris dessus. Donc c'était vraiment l'appel du terrain qui a fait que vous avez repris... Oui, complètement, ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour vous, le retour au football, ce sera d'abord au Red Star. C'est ça. Vous allez suivre un cursus entre, on va dire, un petit peu sport-études. Mm-hmm. Et après, du coup, d'ailleurs, comment ça se passe cette période qu'on doit un peu allier les deux? C'est très compliqué. Il faut savoir que moi, étant donné que j'habitais à Bobigny, le Red Star, le centre de formation était à Saint-Ouen. Donc la première année, je n'étais pas au centre de formation. La deuxième année, on m'a donné une chambre au centre de formation. Ouais. Mais vu qu'en termes d'accompagnement, c'était pas super top, en fait, on était un petit peu laissé à l'abandon, hein, pour pas se mentir. J'ai préféré rester chez moi et faire le voyage tous les jours, en fait. Mais j'avais une chambre. J'y étais pas souvent, mais je m'entraînais par contre tous les jours, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, je m'y entraînais. J'étais là tout le temps, 1 fois, 2 fois, 3 séances parfois. Et à ce moment-là, est-ce que déjà l'objectif c'est de faire carrière dans le football? L'objectif de faire carrière était déjà bien avant, ancré dans ma tête bien avant. Ah ouais. Ça date de quand à peu près? Mon premier entraînement en débutant, quoi. Moi, c'est-à-dire que j'avais une vision, il était impossible que je ne réussisse pas. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Enfin, du moins pour réaliser ce que j'ai fait. Alors, les choses sérieuses, elles vont réellement commencer à Lens. D'ailleurs, comment ça se fait, ce choix d'opter pour le Racing Club de Lens? Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais fait, je crois, 3 matchs avec l'équipe première. Donc je fais 3 matchs avec l'équipe première et je suis... donc j'arrive le lendemain à... Une histoire de fou encore. Non, c'était mon premier match avec l'équipe première qui joue en national à cette époque-là. J'avais 17 ans, 18 ans, je pense.
Et le lendemain, j'ai mon agent de l'époque, qui était également directeur sportif du club, en gros qui était proche du club, qui me dit écoute, demain, on prend l'avion, tu vas chez les Rouges. Je dis quoi? Il me dit si, on raconte, toi. Mais tu vas chez les Rouges. Chez les Rouges. Mais c'est qui les Rouges? Combien d'équipes en Europe jouent en rouge? Je lui dis AC Milan, je lui dis Manchester United, je lui dis Arsenal, je lui dis. J'ai dit encore. Je sais plus, j'ai encore une autre équipe. Mais j'ai cité tout le monde sauf Liverpool. Ouais. Et il me dit bah, tu vas à Liverpool demain. J'ai dit putain, non, c'est pas possible. Enfin, moi, Charletan, je viens de la Cité de l'Étoile. Tout à l'heure, j'étais encore dans mon métro, dans le tram, à courir après le tram. Et je dois prendre l'avion demain pour aller à Liverpool. Je dis non, mais on y va tout de suite. Hein. Ah, on y va tout de suite. Donc je suis rentré chez moi, j'ai fait mes affaires, j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, on prend l'avion, on va à Liverpool. Donc je passe une semaine avec eux, je m'entraîne avec l'équipe première. Pendant une semaine, il y avait Gerrard, il y avait Michael Owen, il y avait Emil Heskey, il y avait tellement de grands joueurs, Carragher, c'était Berger, c'était une équipe, c'était l'époque où l'équipe était vraiment faite de patrons, quoi. Ouais. Et je me dis, waouh. Et en fait, avec mon association, je me rends pas compte dans quel vestiaire je suis, je m'en fous un peu. Mais la semaine se passe et au fur et à mesure, je me prends au truc. Ouais. Donc, moi, sans aucune gêne, donc je passe mes essais et tout, ça se passe au bout de 3 jours, on me dit, écoute, Gérard Rouillet qui me convoque, il me dit, écoute, je souhaiterais que tu restes avec nous. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais signé un protocole d'accord avec Lens. D'accord. Donc je ne me voyais pas quitter la France à 18 ans et donc je suis resté à Lens. Et pour moi, ça a été le meilleur choix de ma vie. Ouais. Meilleur choix de ma vie. Est-ce que vous diriez que c'est à Lens que vous êtes vraiment épanoui? Complètement. Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, je quitte Lens et je ne veux pas quitter Lens. C'est-à-dire que j'étais prêt à gagner moins d'argent et rester à Lens que de partir à Liverpool avec le salaire que j'avais et ne pas jouer. Très franchement. J'ai pris énormément de plaisir. Moi, ma carrière, de toute façon, elle a été essentiellement faite sur le fait que je devais jouer, quoi qu'il arrive. Ouais. Et d'ailleurs, quand ça la vache. Et d'ailleurs, justement, du coup, vous allez rester à Lens de 2001 à 2007. Souvent, quand on parle de Charlie Tange, et forcément, on associe ça au Racing Club de Lens. Mais quand même, Liverpool, vous allez finir par y aller. Ouais. Et comment ça se fait à ce moment-là, d'ailleurs? Bah, ça se fait simplement qu'on m'explique... en fait, ce qui se passe, c'est que je suis faut savoir que je pars en vacances. Ouais. Donc ma femme accouche, on part en vacances. On est à... Je crois qu'on était à Saint-Barth. On était à Saint-Barthélemy. Et donc sur le chemin du retour, je reçois un coup de fil du directeur sportif qui me dit écoute, on a signé 2 gardiens, etc. Et moi, je rentrais en fait. Hein. Ouais. Donc j'arrive en France et tout. Et puis j'ai RMC, je sais plus, je crois que c'était RMC qui m'appelle, le RTL. Écoute, t'es au courant qu'on a signé 2 gardiens, etc. Il dit non, mais moi, de toute façon, ça me dérange pas, je vais me battre pour ma place, etc. Je reçois un coup de fil du directeur sportif de l'époque, là, Francis Collado, qui me dit ouais, Charles et tout, ce serait bien que tu penses à ton avenir, que tu quittes le club, etc. Je lui dis concrètement, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Tu me dis ça fin juin, alors que je suis titulaire depuis 6 ans, les effectifs vont tous reprendre au mois de juin, comment je fais maintenant, moi? Tu me fais venir 2 gardiens, mais en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et donc au final, Giroud arrive, j'ai une discussion avec lui. Alors lui, Giroud, je peux pas me le voir en peinture, lui. Et ce qu'il m'explique, c'est simplement... écoute, une fois on part en stage. Non, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'une fois on part en stage et on part à l'entraînement. Et en fait, le type est devant, je suis derrière avec mes collègues, il prend son téléphone et il appelle Auxerre. Oui, on a un gardien ici qui s'appelle Charlie Tange, est-ce que vous en voulez, etc. Je tape sur l'épaule, je dis mais ça va pas ou quoi? On se connaît pas, j'ai un agent. Et ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Tout grand Giroud que tu es, je suis désolé, ça se fait pas. Tu arrives dans un club où il y a des joueurs qui ont été là depuis des années, qui ont rendu des services à ce club-là. À un moment donné, faut pas manquer de respect, ça se fait pas.
Donc voilà, et de là, après, le discours a été rompu, le contact a complètement été rompu, quoi. Forcément. Il a été rompu pour moi. Et puis, quelque part, je suis parti dans un truc où je me suis dit, non, mais en fait, ça peut juste pas durer. Moi, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc après, j'ai eu des offres, etc. Almeria, etc. Je suis à Lens, je joue la Coupe d'Europe. L'année d'avant, on fait un quart de finale de Coupe d'Europe et tu me demandes d'aller à Almeria, c'est impossible. Donc au final, voilà, et l'aventure se finit comme ça là-bas. Elle se finit mal, mais comme très souvent, de toute façon dans le football, c'est très compliqué en fait, moi, de parler de fidélité, parce que ça va dans les deux sens, les clubs vis-à-vis des joueurs et les joueurs vis-à-vis des clubs. À un moment donné, chacun cherche à trouver son intérêt. Ouais. Alors, à côté de votre parcours en club, il y aura aussi la sélection. Ouais. Finalement, vous allez opter pour la sélection du Cameroun. Ouais. Comment s'est fait ce choix? C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est vrai que, étant plus jeune, à 20-21 ans, j'étais sélectionné avec l'équipe de France Espoir. Exactement. Étant donné que je suis né ici. J'ai pas le souvenir qu'on m'avait convoqué à cette époque-là, la sélection du Cameroun, mais j'ai été convoqué à partir du moment où Rigobert Song est arrivé dans mon club. Donc lui, tous les jours, il m'en parlait, écoute, l'équipe du Cameroun, il faudrait que tu viennes. Et je réfléchissais. Et il est vrai que quelque part dans ma tête, j'avais quand même l'espoir d'intégrer l'équipe de France, très sincèrement. Mais ensuite, il a fallu se rendre à l'évidence que j'étais plus désiré d'un côté que de l'autre. Mais c'est une chose que je ne voulais pas voir. Ouais. Chose que je ne voulais vraiment pas voir. Et au final, j'intègre les Lions Indomptables. Justement, avec les Lions Indomptables, vous allez découvrir la Coupe du Monde. Ouais. En 2014, pardon, ouais. Avec donc ce fameux groupe, avec notamment le Mexique, ouais. Le Brésil et la Croatie. C'est déjà, ça fait quoi d'être à la Coupe du Monde quand, justement, l'enfant que vous étiez, vous avez vécu France 98 à la télé, etc. Et là, vous allez vivre la Coupe du Monde. Ouais. Parce que c'était incroyable, en fait, franchement, c'était incroyable à vivre. Ouais. C'était une expérience à vivre dans le sens où la Coupe du Monde, je pense que tout footballeur rêve une fois de jouer une Coupe du Monde, quoi. Je connais des grands joueurs qui n'ont jamais... Des grands joueurs, mais des vrais grands joueurs qui n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Moi, j'ai eu la chance d'en faire une. C'est un souvenir qui est impérissable et qui est complètement personnel. Ça, c'est un... Comment ça se dit Enfin, je veux dire, Enfin, à titre personnel, c'est une grande satisfaction, quoi. Ça reste gravé. Ça. Ah oui, c'est complètement gravé. Ouais. Alors, sur le plan sportif, ça s'est malheureusement pas très bien passé pour le Cameroun. Ça s'est très mal passé. Et beaucoup d'histoires, déjà, avant même de partir, il y avait des histoires de primes, d'avions, etc. Ah oui, non. Mais au final, quelle expérience est-ce que vous en gardez quand vous englobez le tout? Franchement, toute expérience, si qu'elle soit difficile ou bonne, toute expérience est toujours bonne c'est toujours bien à vivre, quoi. Ouais. Je tire toujours le positif et j'essaie aussi de trouver du positif, même dans le négatif, quoi qu'il arrive. À titre personnel, que je t'ai dit tout à l'heure, quoi. Pour moi, c'était grandiose à jouer. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à relever, beaucoup de choses qui se sont passées en interne, mais qui ne venaient pas forcément de la volonté des joueurs, mais qui venaient de tout ce qui gravitait autour. Surtout ce qui gravitait autour, ouais, de la Fédé et tout, c'était vraiment compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Ensuite, vous avez eu des expériences en Grèce, en Turquie et dans d'autres pays. Depuis, vous êtes revenu en France. Vous avez raccroché les crampons récemment pour devenir entraîneur du côté de Versailles. C'est ça. Et du coup, ça fait quoi d'enlever la casquette de joueur pour mettre celle d'entraîneur? C'est dur. Ouais. C'est dur. Parce qu'on a passé toute une vie à penser à nous-mêmes. Je ne devrais même pas parler à la troisième personne au final, parce que c'est bien, c'est-à-dire que c'est le métier qui rentre alors. Mais c'est-à-dire que j'ai passé toute ma carrière à penser à ma performance. Ouais. Là, je dois faire avec les égos de tous. Quel que soit le niveau, c'est toujours ça. Essayer de créer un cadre qui puisse permettre à tout le monde de s'épanouir et d'avoir des résultats.
c'est le plus compliqué, c'est la transmission en fait, même peu importe la volonté que l'on y met, c'est très difficile. Et justement, là, avec le recul, est-ce que vous ne dites pas, ah ben en fait, oui, c'est comme ça qu'en fait que mes coachs pouvaient me percevoir, pouvaient percevoir d'autres joueurs? Mais alors, complètement. C'est marrant parce que j'en parlais ça hier. Ouais. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois que quand je fais des causeries avec un joueur est comme ça, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Ouais. C'est des choses que je faisais moi souvent. C'est-à-dire que le coach parlait, mais j'étais tellement concentré dans mon truc que j'étais comme ça. Et je pensais en fait à ce que j'allais faire. Ouais. Enfin, tout en écoutant. Mais je ne donnais pas l'attention. En fait, il n'y avait pas de eye contact en fait. Et ça, c'est quelque chose que en tant que coach, tu cherches à avoir avec tes joueurs. Pour qu'ils sentent en fait ton discours. Et du coup, alors maintenant, l'ambition, ça va être quoi? Ça va être entraîner au plus haut niveau à l'avenir? Entraîner, dans un premier temps. Ouais. Après, moi, j'ai passé mon diplôme d'État. J'ai eu mon diplôme d'État l'année dernière. Je suis, cette année, dans la continuité de ma formation. Entraîner, oui. Maintenant, j'aimerais entraîner en Afrique. J'aimerais entraîner en Afrique, sincèrement. Parce que le football, au final, je l'ai joué énormément à l'étranger. Ouais. J'ai découvert ce qu'était le football en Afrique. J'ai découvert ce qu'était la ferveur. Et c'est aussi une des choses qui ont fait que je suis resté, en tout cas dans tous les clubs où je suis passé, il y a toujours eu beaucoup de supporters, beaucoup de pression, même si c'était pas des clubs, même sur la fin j'ai fait des clubs de niveau moindre, il y a toujours eu énormément de pression, énormément d'attentes, énormément de fans qui venaient au stade, qui venaient à l'entraînement, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans des contextes un peu électriques, c'est ce qui est fou. Mais en fait c'est un moteur pour moi, j'ai besoin de vivre comme ça, j'ai besoin de ça pour me sentir exister quoi. J'ai besoin de ça pour me sentir exister. C'est fou, j'ai besoin de toujours être mis en difficulté et de sentir que ça peut vite pencher quoi. D'un côté comme de l'autre. Donc qui sait, peut-être bientôt Charlie Tange, coach en Afrique. Ouais, j'espère bien. En tout cas c'est une vision que j'ai quoi. Ça fait partie de mes buts à court ou moyen terme. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Charles, pour cet entretien. Merci.